Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir dans le département de l'Ain pour vous raconter un fait divers qui a bouleversé le monde du cinéma français. L'histoire incroyable d'un jeune espoir césarisé qui va voir soudainement sa vie basculer à tout jamais. Crime spécial Gérald Thomassin, un espoir du cinéma en cavale. C'est tout de suite. À 41 ans, Catherine est responsable de l'agence postale de Montréal-Lacluse, un village situé dans le département de l'Ain. Le 19 décembre 2008, elle est retrouvée morte dans les locaux de son bureau de poste. Enceinte de 5 mois, Catherine a reçu 28 coups de couteau. C'est tout un village, je veux dire, même une partie de région qui est sous le choc. Les gens n'en reviennent pas. Même ceux pour lesquels il n'y a pas de lien de famille, ils considèrent que c'est comme leur fille qui a été tuée ce jour-là. Dès lors, un profil hors norme retient toute l'attention des enquêteurs, celui de Gérald Thomassin. L'homme de 34 ans est un acteur récompensé d'un César en 1991 pour son rôle dans le film Le Petit Criminel. Moi j'étais fier pour Gérard, c'était bien pour lui. Après, bon, j'avais pas trop la notion de ce que c'était à l'époque, trop le cinéma. J'étais content. Mais mis en examen dans cette affaire en 2013, l'acteur s'est depuis volatilisé. Alors, qu'est-il arrivé à cette responsable d'agence? Pourquoi l'ancien acteur est-il accusé du meurtre de Catherine? Et comment a-t-il pu disparaître du jour au lendemain, après 10 ans d'enquête? Je me suis toujours posé la question, encore aujourd'hui. La seule explication, elle est dans le papillon qui s'est brûlé les ailes. Il a été trop près de la lumière. Le crime a été extrêmement sauvage. Tous ces coups de couteau, c'est le crime de quelqu'un qui est déséquilibré. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir la mystérieuse histoire de Gérald Thomassin. Un acteur césarisé de 34 ans, en pleine descente aux enfers, accusé du meurtre de Catherine, une femme de 41 ans. Il m'appelle le soir, je me dis « Allô Jérôme, c'est moi qui l'ai tué ». Je raconte, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu vas encore raconter ?» Une enquête hors norme, étalée sur une décennie, qui verra Gérald Thomassin disparaître du jour au lendemain. Soit il s'est suicidé, soit quelqu'un s'est pris à lui, soit quelqu'un l'a enlevé, soit quelqu'un l'a tué. Est-ce que c'est en rapport avec le dossier? Est-ce que c'est en rapport avec autre chose? Il y a une foule de questions qui se posent à nous et personne ne peut y répondre. Nous sommes à Montréal-Lacluse, dans le département de l'Ain, au bord du lac de Nantua. La ville de 3500 habitants est située au cœur de la Plastic Valley, le territoire du Haut-Bugey, où sont implantées de nombreuses usines pétrochimiques. C'est une région qui était plutôt connue à une époque de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, puisque les maquis de l'Ain étaient positionnés dans cette région-là. À l'hiver 2008, la tranquillité de la commune va être brutalement interrompue. Le vendredi 19 décembre, peu après 9 h, 2 habitants se rendent à l'agence postale de Montréal-Lacluse. Il n'y a plus de poste, voilà. Donc cette agence postale, elle fait aussi agence SNCF, parce qu'il n'y a plus de gare non plus à Montréal-Lacluse.
C'est une petite maison qui a 2 petites salles, une première salle d'accueil et une arrière-salle. Les 2 habitants poussent la porte de l'agence. Mais curieusement, personne n'est à l'accueil pour les recevoir. Alors que la responsable, Catherine, devrait être présente. Ils appellent Catherine, personne qui répond, bon, ils attendent. Et au bout d'un moment, ils trouvent ça un peu curieux quand même. Donc comme c'est les habitués, ils savent qu'il y a la salle de repos qui est un peu derrière. L'un des clients a contourné la banque d'accueil et est allé ouvrir, enfin entrebâiller la porte du petit local privatif de l'agence postale. Ils rentrent dans la salle de repos et là, ils découvrent... c'est une scène vraiment insoutenable. Catherine est sur le dos, elle est entre le coffre et l'évier, il y a une mare de sang et manifestement, elle est déjà décédée. Alors, que s'est-il passé dans cette agence postale de Montréal-Lacluse? Dans quelles circonstances Catherine a-t-elle perdu la vie? S'agirait-il d'un braquage qui aurait mal tourné? Peu de temps après avoir donné l'alerte, les gendarmes de Nantua arrivent sur place. Et immédiatement, ils se rendent sur ce qui semble être une scène de crime. Il y a des traces de sang, donc voilà, immédiatement, ils constatent que ce n'est pas une mort naturelle, elle n'a pas fait un malaise. Catherine a été victime, a priori, d'une agression avec une arme blanche. Par contre, il n'y a pas d'arme du crime, il n'y a pas de couteau. Les gendarmes de Nantua ne découvrent rien sur la scène de crime. À un détail près, un élément qui mène les enquêteurs sur une première piste. Ils vont constater que le coffre-fort est ouvert, donc on peut supposer que c'est un vol avec arme qui a mal tourné. L'argent a disparu du coffre et a également disparu du monnayeur. C'est-à-dire que dans cette agence postale, évidemment, on garde quelques milliers d'euros dans le coffre et il y a toujours un fonds de caisse, un fonds de roulement de quelques centaines d'euros. Malheureusement pour les gendarmes, il n'y a aucune vidéo de surveillance à exploiter. C'est un bâtiment qui n'a pas toutes les sécurités qu'on peut connaître maintenant. Il n'y a pas de caméra vidéo, il n'y a pas de portier électronique. L'identité de la victime est vite confirmée. Il s'agit bien de Catherine, 41 ans, responsable de cette agence postale. Dès lors, les enquêteurs commencent leur enquête de voisinage. Donc ils vont évidemment demander aux gens, vous avez vu quelque chose, une voiture, quelqu'un qui est sorti, un suspect. Mais personne n'a entendu de cris, personne n'a entendu de bruit, personne n'a entendu une voiture démarrer rapidement, personne n'a remarqué un ou des individus qui auraient pu attirer l'attention. Ce qui est assez étonnant puisque il y a de nombreuses quand même maisons, fenêtres qui sont tournées vers cette agence postale. C'est également le chemin, on va dire, pour aller à l'école. Bon, il n'y a pas une activité, c'est pas un centre urbain, mais il y a quand même toute la journée des gens qui vont, qui viennent. C'est alors qu'un deuxième événement va venir bousculer l'enquête. Quelques heures après la découverte du corps de Catherine, un autre meurtre est signalé à seulement une soixantaine de kilomètres de Montréal-Lacluse. Nous apprenons concomitamment qu'à Saint-Julien-en-Genevois, dans le département de la Haute-Savoie, une femme a été agressée, victime là aussi de violences avec une arme tranchante. C'est à peu près la même scène de crime, c'est-à-dire que c'est une agence immobilière, là c'est une agence postale, la victime c'est une femme, toutes les deux ont été tuées avec un couteau. Alors en Savoie, on lui a volé sa carte bancaire, a priori là on n'a volé que de l'argent. Les services d'enquête se sont mis en relation. Et en fait, on a échangé et très rapidement, on s'est aperçu que ça ne pouvait pas être un seul et unique agresseur, puisque les horaires des agressions étaient quasi au même moment. Malgré ces constatations évidentes, une ultime vérification est faite. On ne le fait pas habituellement. On a fait faire l'autopsie par un seul médecin légiste qui a autopsié les 2 corps et qui a pu nous dire que les coups n'étaient pas les mêmes, pas portés avec le même type d'arme. La piste d'un seul et même tueur est donc définitivement abandonnée. Et les gendarmes de Nantua se recentrent sur le meurtre de Catherine.
Mais alors, qui s'en est pris à la responsable de cette agence postale? Pourquoi personne n'a rien vu ni entendu? La victime connaissait-elle son agresseur? À Montréal-Lacluse, la mort violente de Catherine plonge la commune de l'Ain dans l'effroi. C'est tout un village, je veux dire, même une partie de région qui est sous le choc. Les gens n'en reviennent pas. Même ceux pour lesquels il n'y a pas de lien de famille, ils considèrent que c'est comme leur fille qui a été tuée ce jour-là. Originaire de Montréal-Lacluse, la jeune femme de 41 ans était appréciée de tous. Ça fait une quinzaine d'années à peu près qu'elle fait ce travail. C'est vraiment une personnalité, tout le monde la connaît parce que c'est la fille du secrétaire de mairie. Elle a un petit mot gentil pour chacun, les personnes âgées, des fois elle va leur porter de l'argent à domicile plutôt qu'elles viennent retirer de l'argent. Mère de 2 enfants, Catherine était enceinte de 5 mois au moment du meurtre. C'est une jeune femme souriante, avenante, qui était appréciée de son entourage, qui était décrite aussi comme ayant du caractère. Hein, voilà, quelqu'un qui n'aimait pas qu'on lui marche sur les pieds. Les proches de la victime sont effondrés. Le père de Catherine remue ciel et terre pour que le meurtrier de sa fille soit retrouvé. Et pour cela, il peut compter sur le soutien de la procureure de la République. Je me souviens lui avoir fait une promesse et je lui avais dit « Je vous promets de ne faire aucune économie dans ce dossier, que toutes les investigations, même si elles coûtent de l'argent, nous les ferons parce que bien évidemment, comme vous, nous voulons absolument identifier l'auteur du meurtre de votre fille. » Pour en savoir plus sur les circonstances du drame, les enquêteurs se penchent dans un premier temps sur le rapport d'autopsie. Les résultats de l'autopsie montrent qu'on a asséné à la victime 28 coups de couteau, que le crime a été extrêmement sauvage. Elle a de nombreuses plaies de défense, c'est-à-dire qu'elle a essayé de parer les coups. Elle a été frappée donc, à la gorge, au niveau des cervicales, du coude, à la veine jugulaire, au niveau de la poitrine également, du côté du cœur. Les analyses effectuées sur la scène de crime montrent la présence de nombreux ADN inconnus. Mais un, en particulier, va intéresser les enquêteurs. Sur cette scène de crime, il y a quelque chose d'un peu inhabituel, c'est qu'il y a un sac de sport qui a été abandonné. Et sur ce sac est trouvé le sang de la victime, donc il y a son ADN, Catherine, mais il y a aussi un ADN inconnu. Donc c'est possiblement l'ADN du meurtrier. Cet ADN inconnu, mélangé au sang de la victime, est aussi retrouvé sur le monnayeur. Malheureusement, après analyse, il s'avère que cet ADN est inconnu des services de gendarmerie. Toujours sur la piste d'un potentiel braqueur, les enquêteurs tentent alors de déterminer la somme présente dans le coffre-fort. En interrogeant la collègue de Catherine, il s'avérait qu'il y avait 3 000 € et bien sûr ces 3 000 € ont été subtilisés. Une somme qui paraît bien dérisoire face à la violence du meurtre. De plus, les responsables de l'agence avaient reçu des consignes en cas de braquage. Comme dans toutes les agences postales, on dit aux personnes que si elles sont victimes d'une agression crapuleuse, elles ne doivent pas s'opposer et laisser partir l'argent. Le responsable nous avait bien indiqué que ces consignes avaient été données à Catherine. Face à ces éléments, les gendarmes décident d'explorer d'autres pistes. On a la piste de crime passionnel. Pourquoi passionnel? Parce que ce sont tous ces coups de couteau, si vous voulez, cette sauvagerie. Ils se sont dit c'est pas possible, ou alors c'est le crime de quelqu'un qui est déséquilibré. Les enquêteurs se penchent sur la vie de la quadragénaire et apprennent que Catherine était en plein divorce. Elle s'est séparée 1 an avant du père de ses 2 autres enfants et elle a rencontré il y a à peu près 6 mois un autre compagnon et elle est tombée enceinte. Son ex-conjoint aurait-il voulu se venger d'un rival?
L'hypothèse d'un meurtre conjugal est envisagée. On avait eu une information disant que voilà, leur séparation se passait de façon un petit peu houleuse. Et c'était une piste qu'il fallait de toute façon creuser. Voir s'il y avait eu éventuellement un litige avec elle, voir si ça se passait mal, voir s'il y aurait pu y avoir une vengeance. Alors, l'ex-conjoint de Catherine est-il impliqué dans cet acte sordide? Pourquoi une telle violence? Et quel est réellement le mobile de ce crime? À Nantua, les gendarmes continuent d'explorer la piste du meurtre conjugal, mais sans résultat. L'ex-conjoint de Catherine n'est donc pas inquiété. Assez rapidement, voilà, il est mis hors de cause, donc il travaillait chez lui, sa voiture n'a pas bougé. Il s'avérait qu'en réalité, son ex-mari était extrêmement malheureux de ce qui lui est arrivé et il n'y avait aucune raison de vouloir la tuer. Les enquêteurs multiplient alors les investigations techniques afin de trouver une nouvelle piste. On fait des recoupements avec les personnes qui ont téléphoné sur cette zone pour essayer de voir qui était présent dans cette zone. On va faire des recherches également, je me souviens, sur les caméras de surveillance des entrées-sorties d'autoroute pour voir si on n'a pas un véhicule suspect. Encore une fois, les résultats ne sont pas probants. L'enquête piétine quand le 16 janvier 2009, un mois après le crime, un fait nouveau va redistribuer les cartes. Il y a deux femmes qui rentrent dans le cimetière de Montréal-Lacluse et qui voient un homme qui est assis sur le bord de la tombe de Catherine. Et il a une bière à la main, il paraît manifestement bien dans son état normal. L'homme d'une trentaine d'années les interpelle. Et à leur grande surprise, il leur parle du meurtre de Catherine. Et les détails qu'il leur donne sont troublants. Il mime plus ou moins la scène, il dit l'assassin il a dû la prendre comme ça par le cou par derrière, elle avait dû, peut-être qu'elle avait trop parlé, alors il l'a poignardée, il lui a donné des coups par derrière comme ça. Les deux femmes, effrayées par la scène à laquelle elles viennent d'assister, décident de tout raconter aux gendarmes de Nantua. On s'intéresse d'un peu plus près à cet individu, il habite tout près de l'agence postale, qui a une vie un peu marginale, enfin voilà, qui n'est pas du tout originaire de Montréal-Lacluse, qui a atterri là quelques mois auparavant. L'homme est apparemment un ancien toxicomane qui vivrait du RSA. Dans la commune de l'Ain, il passe pour un marginal. Il habite dans un petit studio que ses copains de boisson, on va dire, ont appelé la grotte. Parce qu'en fait, il est semi-enterré. Il y a juste une lucarne au ras du trottoir qui donne sur la rue. Et en fouillant dans son passé, les enquêteurs vont découvrir le parcours très surprenant de cet homme qui vit en marge de la société. On apprend qu'en fait, ce monsieur avait été un acteur de cinéma, qu'il avait même été césarisé au début des années 90. Il s'agit de Gérald Thomassin, 34 ans, dont 15 années de cinéma et une vingtaine de films à son actif. C'est pour le film Le Petit Criminel qu'il remporte d'ailleurs la récompense suprême en 1991, un César. À Montréal-Lacluse, c'est la stupéfaction. Gérald Thomassin n'est pas identifié du tout dans le village comme un acteur, ni comme un ancien acteur. Personne ne sait qu'il a eu un César. Il est vraiment identifié dans le village comme quelqu'un qui est marginal. La scène de cimetière n'est d'ailleurs pas le premier agissement étrange de l'ancien acteur. Pendant l'enterrement, il eut un comportement extrêmement étonnant, puisqu'il se tenait à genoux, il n'arrivait pas à se lever, il était prostré. Pour son frère, Gérald est sensible, et cela explique son comportement.
Surtout que l'acteur connaissait Catherine. C'est un très petit village, donc fatalement, les gens se connaissent. Il a été un peu touché, oui, parce qu'il la voyait constamment. Et ça, il me disait, en plus, on parlait un peu, des fois, quand j'allais chercher mon RSA, très gentil et tout. Les gendarmes, eux, pensent tenir une piste. Gérald Thomassin habitait en face de l'agence et avait donc matériellement la possibilité de commettre le meurtre. Et les gendarmes vont visionner les films dans lesquels il a tourné, et il y a un film dans lequel, effectivement, il joue le rôle d'une personne qui agresse une autre personne avec un couteau. Alors, ça ne veut pas dire que c'est lui, hein, mais voilà, on met des éléments bout à bout et on se dit, voilà, ça c'est une piste qui nous paraît sérieuse. Quelques jours plus tard, fin janvier, Gérald Thomassin est placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Nantua. Gérald Thomassin nie depuis le début être pour quoi que ce soit dans la mort de Catherine. Il a été sur la tombe, la bêtise qu'il a fait, et il reconnaît lui-même, la bêtise qu'il a fait, c'est d'avoir une bière. Mais il n'a pas pleuré, il n'a pas parlé tout seul, il n'a pas fait des délires, et ça, c'est pas vrai. Il m'a dit, les yeux dans les yeux, il m'a dit, c'est pas vrai. Son ADN est comparé à celui trouvé sur la scène de crime, mais sans résultat. Son studio est alors perquisitionné. Le juge d'instruction avait demandé à ce qu'on passe au luminol l'ensemble de ses effets personnels, et ces investigations-là n'avaient pas donné d'éléments particuliers. Les gendarmes avaient déjà entendu Gérald lors de l'enquête de voisinage. Ils n'avaient alors à ce moment-là rien remarqué de particulier. Le premier gendarme, il regarde s'il y a du désordre ou quoi que ce soit, il essaye de voir si Gérald Thomassin a une attitude un peu suspecte, il demande à voir ses mains, s'il n'y a pas des traces de sang, quelque chose, des griffures, quelque chose. Il constate rien. Les suspicions des enquêteurs ne suffisent pas à mettre en examen l'acteur, et sa garde à vue est levée. Mais l'homme de 34 ans continue de faire parler de lui, cette fois en juillet 2009. Le père de Catherine raconte que il a été arrêté dans la rue par Thomassin, qui lui a dit c'est pas moi qui ai fait ça. Il lui aurait montré son couteau en disant moi j'ai un couteau mais j'aurais pas été faire ça. Bon, vous voyez. Si je l'avais fait, j'aurais fait comme ci, comme ça. Enfin, j'aurais utilisé une cagoule, des gants. J'aurais juste volé l'argent et j'aurais pas tué. Malgré ces dénégations, les proches de Catherine sont persuadés de la culpabilité de Gérald Thomassin. Et ils franchissent même certaines limites. L'ancien compagnon, qui est toujours le mari de la victime, de Catherine, s'en prend physiquement à lui dans la rue. Donc là, il y a vraiment une vraie agression. Il pense que c'est lui, il le secoue un peu, etc. Et suite à cette scène, Gérald Thomassin prévient les gendarmes, il dit je quitte Morlaix-la-Cluse, j'ai pas envie de risquer ma peau, je m'en vais, moi j'ai rien fait, tout le monde m'accuse, et donc il s'en va. Alors, Gérald Thomassin s'en est-il réellement pris à Catherine? Ou est-il accusé à tort? Et pourquoi cet acteur césarisé en serait-il arrivé à commettre l'irréparable? Nous sommes en 1989. Gérald Thomassin a 15 ans et vit dans un foyer de la DAS. Cette année-là, l'adolescent s'apprête à faire la rencontre qui va changer sa vie. Jacques Doyon cherchait un adolescent, on va dire, pour jouer le rôle d'un petit délinquant dans un film qui s'appelait Le Petit Criminel. En fait, Le Petit Criminel, c'est 1h30 d'un road movie entre Sète et Montpellier, où le petit criminel va essayer de retrouver cette sœur, et une fois qu'il l'a retrouvée, de passer des moments avec elle. Pour trouver son acteur principal, le réalisateur décide d'organiser des castings dans différents foyers à travers toute l'Île-de-France. C'est dû sans doute
à la volonté de Doyon d'un réalisme, tout de suite d'aller chercher des gosses qui sont quand même marqués dans leur itinéraire par la vie, par des ruptures familiales. C'est ainsi que Gérald se retrouve à passer un essai pour le film. Le casting est incroyable, c'est-à-dire que tout de suite, ça leur saute aux yeux que c'est un acteur naturel, qu'en plus il correspond totalement au rôle. Il raconte sa vie, il raconte son enfance, et il le fait avec une manière qui est tellement naturelle et détachée que ça le rend vraiment impressionnant. Il est repéré par Doyon. Et Doyon dit d'ailleurs quelque chose d'assez fort, il dit « j'ai tout de suite su que c'était lui ». D'ailleurs, la vie de Marc, le personnage principal du petit criminel, n'est pas si éloignée de celle de Gérald. Il a eu une enfance quand même, bon, qu'on souhaite à personne. Hein. Il ne connaissait pas son père, sa mère assez rapidement n'a pas pu s'occuper de lui et de son frère. À l'âge de 7 ans, Gérald et Jérôme, de 1 an son cadet, sont placés en famille d'accueil. Un foyer où les 2 frères sont maltraités. Moi, je me rappelle dans la famille d'accueil où on se faisait taper dessus dans les années 80. Les trempes, c'était pas les petites PC qu'on met aux... Ah non, 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 non. Non, non, c'était le martinet, c'était les sangles ici, c'était le bois qu'on prenait. Jérôme se souvient aussi que son frère avait un tempérament très fort et que rien ne l'arrêtait. Des fois, il venait de se prendre une trempe, mais mémorable. Hein. Il recommençait. Je disais, mais arrête tes conneries, tu vas en prendre une autre. Mais non, tiens, pouf, un quart d'heure après, il en prenait une autre. Ça a toujours été ça, Gérald, une tête brûlée, quoi. À l'adolescence, les 2 frères sont séparés. Jérôme, d'un naturel plutôt calme, se retrouve en Ariège. Gérald, le turbulent, se retrouve lui dans les Yvelines, au sein d'un foyer pour rebelles. Il commence un peu à être dans la petite délinquance aussi, il fait des petits coups, il va dépouiller des gens, il braque des voitures, des choses comme ça, donc ouais, c'est un peu ce genre d'enfance. Le 9 mars 1991, Gérald reçoit le César du meilleur espoir masculin. C'est la consécration. Il est devant un parterre qui rassemble le must du cinéma français. C'est le record du plus jeune acteur à avoir ce César-là. Et bah, c'est rigolo parce que c'est pareil, il monte sur scène, il va dire merci, comme n'importe qui monte sur scène quand il reçoit un César. Je remercie Jacques Doyon, c'est que Pierre Hamzala qui est son assistant Marc, je sais plus comment il s'appelle. Puis c'est tout, je sais pas quoi dire. En fait, il est exactement comme il est dans le casting. Il reste 10 secondes et puis au bout d'un moment, il dit bah, je sais pas quoi dire en fait. J'étais fier. J'étais jeune, hein, enfin voilà. C'était bien, moi j'étais fier pour Gérard, c'était bien pour lui. Après, bon, j'avais pas trop la notion de ce que c'était à l'époque, trop le cinéma. Mais j'étais content. C'est comme ça qu'il a commencé une carrière d'acteur, on va dire, un peu en pointillé. Bon, c'était pas du tout son truc, hein, il a jamais pris de cours de comédie, il voulait pas spécialement faire du cinéma, mais bon, on l'appelait pour faire des rôles. Il y avait de l'argent, ça lui allait. Les témoignages de son entourage, du monde du cinéma, tout le monde dit qu'il était vraiment comme un poisson dans l'eau. Il était très heureux pendant ses tournages. À 18 ans, Gérald perçoit le cachet de son premier film, 35 000 francs. Une somme conséquente à l'époque, mais qu'il va vite dilapider. Puis tout s'enchaîne très vite. Gérald tombe dans la drogue et l'alcool. Et lorsqu'il n'a plus aucun sou en poche, il décide de se séparer de son César. Il l'a vendu. 6 000 francs. Et avec de là, il s'est acheté une belle bouteille de vin à 230 francs et un caméscope qu'il avait acheté, je crois, 2500 francs. Je lui avais dit que moi, je pouvais lui racheter, je voulais lui racheter 10 000 francs, lui dire comme ça, plus tard, quand ça ira mieux pour toi, tu le récupères. Mais bon, il voulait l'argent tout de suite. Et je n'avais pas les 10 000 francs sur moi à l'époque, je commençais à peine la vie active. Pendant 15 ans, Gérald enchaîne les petits rôles et des périodes où il tombe dans la déchéance.
Sa carrière va être émaillée de ses redescentes, de ses accidents, de ses redescentes, ses films où il est au sommet, et puis après encore des redescentes, la rue, la zone. Et je me suis toujours posé la question, encore aujourd'hui, pourquoi. Je pense que pour moi, la seule explication, la vraie explication, elle est dans le papillon qui s'est brûlé les ailes. Il a été trop près de la lumière. Gérald ne court pas les castings. Ce sont les réalisateurs qui viennent le chercher. Et comme une fatalité, on lui donne toujours le même rôle. D'un côté, il joue pas les rôles qui sont éloignés de ce qu'il est parce qu'il a peur de ne pas y arriver. Et qui est une peur légitime parce qu'il n'a jamais appris à jouer la comédie, quoi. Et d'un autre côté, il se méfie un peu du cinéma parce qu'on veut le cantonner dans ce qu'il est à côté, c'est-à-dire un mec effectivement un peu paumé. En 2007, Jacques Doyon lui propose un nouveau rôle principal dans son film Le Premier Venu. Et on a l'impression de retrouver le personnage du petit criminel 15 ans après. Avec Paria, tourné en 1999, ces 3 films constituent le cœur de la filmographie de Gérald Thomassin. Ce qui pourrait résumer ces 3 rôles, c'est à tous les âges, un hors-la-loi, qui fait des conneries, qui sait qu'il fait des conneries, qui sait que ça va mal finir pour lui, qui les fait quand même. Ce qui marque, dans le film Le Premier Venu, c'est le physique de l'acteur. À tout juste 33 ans, il semble déjà terriblement marqué par la vie. C'est sa voix qui est beaucoup plus voilée, beaucoup plus éraillée, beaucoup plus rauque, donc comme s'il avait beaucoup crié. Il y a autre chose, ce sont ses cicatrices qui apparaissent, comme si là il y avait déjà des stigmates de la vie. C'est juste après ce film qu'il est venu à Montréal-Lacluse, il est venu se mettre au vert entre guillemets parce que bon, il était toxicomane, il voulait décrocher un peu de tout ça. Alors, le jeune prodige du cinéma a-t-il été poussé au crime par sa chute? Gérald est-il responsable du meurtre de la mère de famille? Et si ce n'est pas lui, qui s'en est pris à Catherine? En 2009, quelques mois après la découverte du corps de Catherine, se sentant accusé de toutes parts, Gérald Thomassin s'installe à Rochefort, en Charente-Maritime, où il a ses habitudes. Il se rapproche un peu de son ex-compagne, enfin il a un peu un cercle d'amis là-bas, mais voilà, il continue sa vie d'errance. On le retrouve quelques années plus tard, il vit sous une tente près de la gare. Il a ce passage-là où il mendie finalement dans les rues de Rochefort. C'est le routard, hein, Thomassin, c'est ça, c'est un gars qui a une vie marginale, qui l'assume d'ailleurs, c'est sa vie, qui mène une vie comme ça d'errance et qui aime bien un peu les paumés, les marginaux, qui évoluent dans ce monde-là. À cette époque, il est suivi par les services sociaux de la ville de Rochefort et retrouve un peu de stabilité. En 2012-2013, il commence à aller un peu mieux, donc il retrouve un logement finalement. Il y a des petites bribes de projets de films, même si on n'en sait pas beaucoup plus finalement. Mais de l'autre côté de la France, à Montréal-Lacluse, les gendarmes n'ont pas abandonné la piste Thomassin. En 2013, ses relations de l'époque sont interrogées. Ses amis, enfin, soi-disant amis, on va dire, au début, ils ont dit non, c'est pas possible, c'est pas Gérald. Puis après, ils ont tous retourné la situation. Il a été raconté comme quoi il était rentré chez Gérald, il manquait un couteau. Il y a des témoignages d'amis qui ont trouvé étrangement son appartement le jour des faits, particulièrement bien arrangé et nettoyé. Et d'après toujours les dires de certains, c'était pas le cas habituellement. Il n'avait pas de moyens de subsistance, donc il avait besoin d'argent. Et à un moment donné, il a dit à ses amis qu'il aurait bien aimé faire un cambriolage.
Pourtant, personne ne se rappelle avoir vu l'acteur avec de l'argent dans les mois qui ont suivi le meurtre de Catherine. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais tiens, quelque chose à perdre dedans? Il dit non, Jérôme, le seul dépôt que j'ai eu, c'est d'habiter en face. Gérald Thomassin reçoit alors une convocation à la gendarmerie pour le 26 juin 2013. Il va de nouveau être entendu pour le meurtre de Catherine. Mais la veille de son audition, il craque. Il m'appelle le soir, il me dit « Allô, Jérôme, c'est moi qui l'ai tué. » Je lui raconte, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu vas encore raconter? Je veux dire que c'est moi qui l'ai tué, comme ça, au moins, quand je serai en prison, je vais savoir qui il a tué. Pas besoin de sortir de grande école pour savoir qu'il était complètement ivre-mort. » Les propos de Gérald sont plus que confus. Son frère raccroche, persuadé qu'il n'était pas dans son état normal. Gérald, je lui dis, mais qu'est-ce que tu avais bu hier? Est-ce que tu t'étais drogué? T'avais bu? Qu'est-ce que tu avais bu? Ah, il me dit, Jérôme, j'en ai tellement marre. Il me fait comme ça, j'ai pris de l'alcool à 70 avec du Lexomil, puis voilà, le mélange a été fait, quoi. Ce que les deux hommes ne savent pas, c'est qu'ils sont enregistrés. L'acteur est sur écoute depuis plusieurs mois. Il est auditionné et placé en garde à vue. Il nie de nouveau. Il dit évidemment que c'est pas lui. Il est confronté à ses enregistrements téléphoniques où il dit bah non, j'étais bourré, j'avais bu. Mais cela ne suffit pas à convaincre les enquêteurs. Gérald est mis en examen pour vol avec arme et meurtre aggravé sur personne chargée d'une mission de service public. Le soir, le mercredi, c'est les gendarmes qui m'appellent du téléphone de Gérald. Bon, oui, pour vous dire que Gérald a été incarcéré à la prison de Rochefort. Alors, Gérald va-t-il reconnaître le meurtre de Catherine? Et pour quelle raison aurait-il tué la postière? Les gendarmes ne le savent pas encore, mais un ADN risque bien de redistribuer les cartes de cette mystérieuse affaire. À Corbas, dans le Rhône, en détention provisoire depuis juillet 2013, Gérald Thomassin continue de crier son innocence. Ceux qui le connaissent ne croient pas en sa culpabilité. S'il a nié comme ça, qu'il a tenu comme ça, je peux vous dire que Gérald, il dit vraiment c'est pas lui. Avec la pression qu'il a eue de la gendarmerie, pression de tout le monde aussi, il l'aurait dit depuis longtemps. Après 2 ans d'incarcération et plusieurs demandes de remise en liberté, il sort en 2015. Au même moment, le parquet de Bourg-en-Bresse demande son renvoi devant la cour d'assises. Mais Gérald fait appel. Je l'ai interviewé à l'automne 2015. C'est quelqu'un qui s'est confié assez largement et voilà, qui clame son innocence clairement, qui a beaucoup souffert de son séjour en prison. Après moins de 6 mois dehors, l'acteur est de nouveau interpellé le 14 octobre 2015. Au mois d'octobre 2015, Gérald Thomassin, il pète un plomb, hein, mais comme il l'a fait toute sa vie. Il arrache son bracelet électronique. Et il a été honnête parce que le lendemain matin, il est revenu directement à la gendarmerie en disant j'ai coupé. Donc il n'a pas essayé de fuir ou quoi que ce soit. Alors que Gérald est de nouveau incarcéré depuis 6 mois, le renvoi devant la cour d'assises de l'ancien acteur est annulé le 4 mars 2016. La Chambre de l'instruction, elle, considère que l'enquête n'est pas menée de façon claire, que l'enquête n'est pas complète, parce qu'il y a toujours ces fameux ADN qui étaient sur la scène du crime. C'est la raison pour laquelle l'affaire est revenue devant 2 nouveaux magistrats instructeurs qui ont continué l'enquête. L'enquête prend alors un nouveau départ. Un véritable coup dur pour les proches de Catherine.
redémarrer une enquête avec un nouveau juge d'instruction. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Quand même. La famille le vit très très mal. C'est logique, on croyait tenir quelqu'un et finalement on leur dit que bah non, c'est peut-être pas lui et qu'on va redémarrer quasiment à zéro. Les deux magistrats demandent une nouvelle remise en liberté. Gérald Thomassin sort le 3 juin 2016, 3 ans après sa première incarcération. Et après avoir passé quelque temps en Charente-Maritime, il est accueilli à Foix par son frère. Il tenait ses engagements par rapport au service pénitentiaire, par rapport au commissariat de Foix. Il allait 1 fois par semaine, ça c'est sûr. Et ensuite, on lui avait conseillé de faire une formation. Mais lui, la formation, je pense que dans sa tête, à lui, il avait peur. Il avait trop peur de retourner en prison. Mais la colocation entre les deux frères est un échec. Après 1 mois, chez Jérôme, Gérald repart pour Rochefort. Il reprend sa vie d'avant, hein, une fois de plus. On le voit boire des bières dans le centre-ville de Rochefort. Il est ami avec tous les SDF qui traînent un peu dans ce quartier-là. La sortie de prison de l'acteur a fait la une de la presse locale. C'est alors qu'un certain Laurent, vivant à Montréal-Lacluse, se manifeste. Quand Laurent apprend que Thomassin va être libéré par la presse, il est totalement paniqué et alors il appelle les gendarmes en leur précisant qu'il fallait absolument pas qu'il sorte parce qu'il était dangereux. L'homme est alors convoqué à la gendarmerie, mais rien ne se passe comme prévu. Il y vient une première fois, il reste je crois 1/4 d'heure, une demi-heure, les gendarmes sont pas là, enfin ceux qui doivent auditionner sont pas là, donc il s'en va. Finalement il s'en va, donc il n'est pas auditionné et il refuse de revenir. 3 mois après cet appel, Laurent est auditionné dans le cadre d'une affaire d'outrage. Et les gendarmes en profitent pour recueillir ses confidences. Ils ne peuvent pas l'entendre pour l'affaire Thomassin, puisqu'il a refusé. Donc, dans le couloir, hors procédure, on va dire entre 2 portes, les gendarmes lui reparlent de cette affaire. Il aurait plus ou moins dit qu'il savait que c'était Thomassin qui avait fait le crime, que lui-même, il aurait peut-être même été dans la rue avec un autre pote de Thomassin, qu'ils auraient fait le guet, mais qu'il ne voulait pas parler parce qu'il avait peur d'aller aux assises. Les gendarmes prennent très au sérieux les propos de Laurent et décident d'enquêter sur lui. Le 22 mars 2017, 6 mois après ses confidences hors procédure, il est interpellé à Nantua et placé en garde à vue. Là, il répète qu'il y est pour rien, qu'il n'a rien dit, qu'il n'a jamais rien dit sur Thomassin, que lui a jamais été là-bas, etc. Mais le juge considère qu'il y a suffisamment d'éléments, de recoupement, d'un faisceau de présomption qui fait qu'il y a de quoi quand même le placer en détention provisoire. Au terme de son audition, Laurent est mis en examen pour complicité de meurtre et de vol. Son avocat n'a cessé de faire des recours en arguant du fait que son client était mis en examen, était incriminé, finalement pour des propos qui n'ont jamais été tenus de manière régulière. Après 8 mois de détention provisoire, Laurent sort de prison avec interdiction formelle d'entrer en contact avec Gérald Thomassin. Alors, le meurtre de Catherine serait-il finalement un braquage qui a mal tourné? Gérald Thomassin et son présumé complice vont-ils être jugés? L'enquête est-elle réellement arrivée à sa fin? Fin 2017, soit 9 ans après la mort de Catherine, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. Un homme d'une vingtaine d'années, un certain Issa, fait l'objet d'une plainte. Une jeune femme qui avait un petit ami porte plainte pour vol de carte bleue contre son petit ami et il s'avère d'ailleurs que cette plainte a été classée sans suite, mais il n'en demeure pas moins que quand il a été convoqué, on a pris à Issa son ADN.
Et une fois dans le fichier, c'est la stupéfaction. Cet ADN correspond à celui retrouvé à 2 endroits sur la scène de crime de Montréal-Lacluse. Les gendarmes décident alors d'enquêter discrètement sur cet homme. C'est un footballeur amateur, mais qui adore le football, c'est sa passion. Il était avec une jeune femme, il vivait en concubinage, et il devait effectivement fonder une famille avec elle. Il travaille dans une société d'ambulance, il n'a pas de casier judiciaire. Il est plutôt apprécié des gens, des malades qu'il transporte dans son ambulance, son patron l'apprécie, ses collègues l'apprécient. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a le profil d'un braqueur, encore moins d'un meurtrier. En 2008, au moment de la mort de Catherine, Issa avait tout juste 18 ans. Il vivait à Nurieux-Volonia, à 5 km de Montréal-Lacluse. Sans attendre, les gendarmes l'interpellent et le placent en garde à vue pour le meurtre de Catherine. Issa, il commence par dire, avant tout, qu'il n'a jamais mis les pieds à l'agence postale de Montréal-Lacluse, qu'il a vaguement entendu parler de l'affaire, mais non, il n'en sait pas plus, que c'est pas lui. Confronté aux résultats des analyses ADN, il donne alors une nouvelle version des faits. Il s'est rendu dans l'agence postale parce qu'il devait acheter des billets SNCF et il ne trouvait personne à l'accueil. Il s'est rendu dans l'arrière-salle et a découvert avec effroi cette horrible scène. Il a eu le réflexe, alors qu'il n'avait pas besoin d'argent, de prendre une liasse de billets qu'il a vu traîner près d'elle. Il a fait également quelque chose d'assez étrange, c'est qu'il a pris le gilet de la victime. Peut-être pour s'essuyer les mains, pour dissimuler qu'il avait du sang sur lui, et il s'en serait débarrassé ultérieurement. Issa explique alors qu'il n'a jamais dénoncé le crime parce qu'il avait peur d'être accusé, à tort. Il s'est dit que c'était la seule famille guinéenne du village et il s'est dit on va tout de suite m'accuser, on va tout de suite dire que c'est moi alors que je n'ai pas commis ce crime, je n'ai rien fait. Donc il n'a pas osé effectivement se dénoncer, il a eu peur. Le jeune homme est mis en examen pour meurtre et vol avec arme. Il est placé en détention provisoire. Pourtant, Issa n'en démord pas, ce n'est pas lui qui a tué Catherine. On ne retrouve pas du tout son ADN sur le corps de la victime et autour de la victime. On ne retrouve que aux endroits où il a pris l'argent et où il s'est essuyé la main. La personne qui a commis le crime portait des gants. C'est une évidence absolue. Sinon, on aurait trouvé l'ADN de mon client absolument partout, mélangé au sang de la victime, ce qui ne fut pas le cas. Il y a donc 3 personnes mises en examen, dont 2, Issa et Gérald Thomassin, pour les mêmes faits. Pourtant, il ne semble y avoir aucun lien entre les 2 hommes. Issa, il ne dit pas qu'il connaît les 2 autres qui ne disent pas qu'ils le connaissent. On a cherché, on a essayé de recouper les téléphones, l'entourage, la vidéosurveillance, que sais-je, on a interrogé des gens. Ils évoluaient dans 2 sphères parallèles, ils ne se sont jamais croisés. Le juge d'instruction organise alors une reconstitution à Montréal-Lacluse le 5 mars 2019. Et seul Issa est présent. Parce qu'à partir du moment où l'ADN a été retrouvé, l'ADN d'Issa a été retrouvé, tout s'est focalisé en fait sur Issa. Tout le monde s'est focalisé sur lui. Il est là le problème. On reconstitue son arrivée, il se gare devant l'église, ensuite il descend dans la rue, il entre dans l'agence postale, voilà, il s'avance vers le corps, etc. Enfin tout ce qu'il dit avoir fait. Et les juges essayent de voir si ça cadre avec les constatations effectivement scientifiques, avec ce qui a été observé. Malgré quelques incohérences, Issa continue d'affirmer son innocence. Alors, qui est réellement le meurtrier de Catherine? Issa ou Gérald Thomassin? Et parmi les 3 personnes mises en cause, qui sera renvoyé devant une cour d'assises? Et surtout, la vérité va-t-elle enfin éclater au grand jour?
À Lyon, quand arrive l'été 2019, après plus de 10 ans d'enquête, l'instruction semble enfin toucher à sa fin. Mais une dernière requête est pourtant faite. Le juge d'instruction estime qu'il a fait à peu près tout ce qui était possible dans ce dossier. Il estime qu'il a un coupable, qui est Issa, et il s'apprête à clôturer l'information judiciaire. Mais la défense demande à ce moment-là une confrontation. On peut toujours espérer tout d'une confrontation. Tout peut se passer lors d'une confrontation. Et c'est vrai qu'en la présence des avocats, on aurait pu espérer peut-être un remords, un regret de Gérald Thomassin et qu'il avoue les faits. Gérald Thomassin s'y rend confiant. Et c'est l'occasion de clamer de nouveau qu'il est innocent et peut-être d'éviter un procès. Il était soulagé, on va dire. Franchement, au téléphone, ça se voyait, il était soulagé. Ah, enfin, c'était... Il savait qu'il y avait la lumière au bout. Il était heureux d'y aller. Pour lui, c'était la fin. Le 29 août 2019, à Lyon, Laurent, Issa et leurs avocats respectifs patientent devant le bureau du juge d'instruction. Mais une personne manque à l'appel. Mais on attend. Un quart d'heure, une demi-heure passe. Thomassin n'est pas là. Son avocat téléphone, essaie de le joindre. Le téléphone sonne dans le vide, il laisse des messages. Et on attend pour rien. Donc on commence sans lui. C'est encore plus court que prévu, puisque bon, Issa et Laurent ne se connaissent pas plus qu'Issa et Thomassin ne se connaissaient. Donc la confrontation tourne court. Faute de présence de Thomassin. Dès lors, l'ancien acteur reste injoignable. À Rochefort, quelques jours après la confrontation, l'ami qui héberge Gérald commence à s'inquiéter. Il finit par aller au commissariat en disant voilà, plus de nouvelles de Gérald, je comprends pas, qu'est-ce qui a pu lui arriver, tout le monde le cherche, il n'est pas là. Le 7 septembre, le parquet de La Rochelle ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Les policiers tentent alors de reconstituer l'itinéraire de Gérald Thomassin. Cette confrontation l'amène à se déplacer de Rochefort à Lyon en passant par Nantes. Et on perd sa trace. À Nantes, on sait qu'il y est arrivé. On ne sait pas si il est reparti de Nantes, parce qu'il avait un changement, il avait une demi-heure à attendre. Il y a peu d'éléments, puisque les bandes de vidéosurveillance ne sont pas forcément conservées très longtemps. Personne ne l'a vu. Bon, il y a juste un contrôle dans le train. Alors on sait qu'entre Rochefort et Nantes, son billet a été contrôlé, donc on sait qu'il arrive à Nantes. Mais on ne sait pas s'il en est reparti. Et l'enquête n'avance plus. Moi, ce que je demande, c'est qu'on fasse un appel à témoins sur Gérald. Les gens peuvent l'avoir vu. Enfin, voilà, quoi. En plus, c'est un acteur. Bon, ils peuvent voir. En plus, il est dans Google. On voit sa photo et tout. Ah bon, mais voilà, on l'a vu là ou là. C'est ça que je demandais. Il peut y avoir des témoins, mais s'ils font pas d'appel à témoins dans les médias, comment on peut savoir? Le 20 octobre 2019, c'est la thèse de l'enlèvement qui est privilégiée par le parquet de La Rochelle, qui ouvre une nouvelle information judiciaire. Mais là encore, les mois passent et toujours aucune trace de Gérald Thomassin. On attend qu'un corps refasse surface peut-être, ou que une personne dans les rues d'une grande ville se fasse reconnaître comme étant Gérald Thomassin. À ce jour, M. Gérald Thomassin n'a toujours pas été retrouvé. Et sous ce prétexte, aujourd'hui, seul mon client a été renvoyé devant la cour d'assises. Le 26 juin 2020, après presque 12 ans d'instruction, Issa est poursuivi pour le meurtre de Catherine. Laurent, le présumé complice, a bénéficié d'un non-lieu. C'est aussi le cas de Gérald Thomassin, qui ne sera finalement pas jugé pour ce meurtre, bien qu'il soit resté le suspect principal pendant 10 ans.
Quant à sa disparition, les hypothèses sont nombreuses, mais les pistes inexistantes. Thomassin, c'est un marginal. S'il devait se planquer quelque part, voilà, on ne voit pas comment il se planquerait, qui le planquerait, avec quel argent, et pourquoi. Surtout, tout le monde croit plutôt à l'hypothèse, il est arrivé à quelque chose à Thomassin. Alors soit il s'est foutu en l'air, il s'est suicidé, mais dans un endroit où on ne l'a pas retrouvé, il s'est jeté à l'eau, on ne sait pas. Soit quelqu'un s'est pris à lui, soit quelqu'un l'a enlevé, soit quelqu'un l'a tué. Est-ce que c'est en rapport avec le dossier? Est-ce que c'est en rapport avec autre chose? Donc on est vraiment dans un abîme de perplexité. Il y a une foule de questions qui se posent à nous et personne ne peut y répondre pour l'instant. Le procès du meurtre de Catherine devrait donc se tenir prochainement devant la cour d'assises du Rhône à Lyon. Il est très attendu, tant par les parties civiles que par la défense. Presque 12 ans après les faits, les proches de Catherine attendent toujours que justice lui soit rendue. Dans l'Ain, personne n'a oublié la responsable de l'agence postale qui a perdu la vie dans d'horribles circonstances. Donc ça a vraiment beaucoup ému. Et puis je crois que ça émeut toujours hein, dans le village des Ans. Ils n'ont pas oublié Catherine. J'espère qu'un jour il y aura un procès et que le papa de Catherine il aura des réponses à ces questions et que l'on pourra une bonne fois pour toutes clôturer cette dramatique affaire. Aujourd'hui, Gérald Thomassin n'a toujours pas refait surface. J'aimerais bien surtout qu'on retrouve Gérald, quoi. C'est la principale d'eux, parce que je voudrais que déjà il soit relevé de cette histoire, et ensuite bien sûr qu'on retrouve mon frère, quoi. En se mettant à sa place, on se dit que ça a dû être quand même une période très difficile à vivre, d'être accusé, d'être pointé du doigt. S'il y avait un film à faire sur Thomassin, on l'appellerait le coupable idéal. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment une jeune serveuse a trompé toute sa famille pendant plusieurs années. L'histoire hors norme d'une mère infanticide jugée à 3 reprises pour ses crimes. La première chose que dit Audrey aux gendarmes, c'est j'ai tué mes bébés, j'ai recommencé, il faut m'interner, il faut m'envoyer à l'asile. Et elle s'est qualifiée elle-même de monstre. Nous sommes à Ambérieu en Bugey. Cette paisible commune de l'Ain est dominée par le château des Alimes, unique vestige médiéval de la région. Les 15 000 habitants de ce bourg profitent d'un cadre de vie privilégié aux confins des montagnes jurassiennes. C'est quand même qu'un gros village où une grande partie des gens se connaissent. C'est une cité cheminote. Le transport ferroviaire tient une grande place. Elle est située, on va dire, sur les premiers contreforts du Bugey, qui est le massif montagneux du département de l'Ain. Mais le 24 mars 2013, la vie de Julien, un habitant d'Ambérieu, va prendre un tournant macabre. Ce jour-là, le quadragénaire est invité chez sa petite amie, Audrey, afin de rencontrer Adrien, son fils de 13 ans. Et tandis que la mère de famille s'absente un instant, Julien décide de préparer à manger et d'ouvrir le congélateur. Il voit quelque chose d'assez important dans un sac, congélation, poubelle, il ne sait pas trop. Donc il sort ce sac, il essaye de l'ouvrir avec un couteau, il essaye même de l'ouvrir, mais parois sont collées, il n'y arrive pas, il en prend un deuxième, qu'il arrive cette fois-ci à ouvrir. Il aperçoit manifestement ce qui ressemble à des cheveux et à un crâne de nourrisson. Il a un mouvement de recul, il referme vite, il ne veut surtout pas qu'Adrien voit quoi que ce soit. Donc il referme immédiatement le congélateur.
Alors, s'agit-il réellement du corps d'un nouveau-né? Pourquoi se trouve-t-il à l'intérieur de ce congélateur? Et la compagne de Julien serait-elle responsable de ce crime glaçant? Complètement abasourdi par cette terrible découverte, Julien s'enferme au domicile de sa compagne avec le jeune Adrien. C'était un petit peu pour lui l'horreur. Donc son premier réflexe, c'était d'interdire à la mère de rentrer dans l'appartement. Non, tu ne rentres pas. Ce qui fait que quand elle est arrivée, elle a dû taper, mais ouvre-moi, etc., etc. Devant l'insistance de sa mère, Adrien ouvre l'une des fenêtres de cet appartement situé en rez-de-chaussée. Audrey saisit l'occasion et rejoint Julien et son fils dans le salon. Elle comprend tout de suite la situation. Enfin, je crois qu'elle le comprend vraiment au visage vraiment mais décomposé de Julien, hein, de son compagnon. Et elle lui dit une phrase qui est assez étonnante, cryptée on va dire. Elle lui dit tu as trouvé le gigot. Après cette troublante réflexion, Audrey s'empare d'un couteau et tente de mettre fin à ses jours. Julien réussit à la maîtriser, puis quitte précipitamment son appartement, laissant Audrey dans une profonde confusion. Elle s'est préparée à partir, elle a fait son pactage, elle a préparé des vêtements, elle a préparé de l'argent. Parce qu'elle savait qu'elle allait en prison et qu'elle avait besoin de tout ça pour son incarcération. Elle a appelé la gendarmerie. Ils étaient déjà au courant parce que Julien était à la gendarmerie. Et ils lui ont dit, écoutez, restez chez vous, on vient vous chercher. Lorsqu'ils arrivent dans l'appartement, Audrey est complètement effondrée. La première chose que dit Audrey aux gendarmes, c'est j'ai recommencé, j'ai tué mes bébés, j'ai recommencé, il faut m'interner, il faut m'envoyer à l'asile. Sur le canapé, Audrey a déposé un cabas de supermarché. À l'intérieur, les gendarmes découvrent avec effroi non pas un, mais 2 corps de nourrissons. On sait juste que ce sont des nouveau-nés, des nourrissons. On ne peut pas encore précisément dater parce qu'il faut savoir qu'ils ont été emmaillotés dans une serviette et ensuite la serviette placée dans un sac poubelle. Le tout est congelé, le tout est difficile à examiner. La jeune femme de 32 ans est immédiatement placée en garde à vue à la brigade de recherche de Bélé, désormais en charge de l'enquête. Mais dans un premier temps, les gendarmes décident de convoquer Julien pour l'interroger sur sa relation avec Audrey. On n'a pas l'impression véritablement que c'est une vie de couple au sens propre du terme. C'est un peu chacun de son côté avec des relations sexuelles. J'hésite presque à employer le mot relation sentimentale. Ce qu'il va dire d'elle lorsqu'il est interrogé sur les rapports qu'il entretient, c'est qu'elle fait très bien les fellations. Un homme qui est capable de résumer sa relation à une femme à ces quelques mots est quelqu'un qui porte peu d'attention à la personne avec laquelle il vit. Alors leur relation qui était aussi ternie par le fait que Julien accusait Audrey de lui avoir détourné un peu d'argent. Donc ça avait mis un climat de suspicion dans les relations de couple. Alors, comment est-il possible que Julien ne se soit rendu compte de rien? Que va révéler Audrey lors de sa garde à vue? Et pourquoi a-t-elle dit aux gendarmes avoir recommencé? Avant d'entendre la version d'Audrey, les enquêteurs se concentrent sur son profil. Depuis maintenant 3 ans, cette mère de famille travaille comme serveuse dans un bar de la commune. C'est quelqu'un décrit comme gentil, actif, tout à fait agréable. Et les gens font plutôt des louanges en son égard sur la manière dont elle se comporte dans son activité professionnelle et d'une manière générale d'un point de vue social. Ses patrons dans les bars, ils diront qu'elle avait vraiment un petit mot pour tout le monde, les petits vieux, les jeunes.
Elle passait bien avec tout le monde. Une jeune femme qui est une grosse bosseuse, qui est dynamique, qui est courageuse, qui s'exprime très, très facilement, très, très aisément. En parallèle de ces investigations, les médecins légistes de Lyon procèdent à l'autopsie des 2 nourrissons. Elle va être assez compliquée pour la simple et bonne raison que les corps étaient congelés et qu'il a fallu finalement les décongeler de manière progressive pour évidemment ne rien abîmer, préserver finalement un certain nombre de choses. Mais l'autopsie a permis assez rapidement de déterminer que ces 2 enfants étaient morts par noyade. Les examens toxicologiques vont également révéler qu'elle a donné à ses bébés un quart ou un demi-comprimé, vraiment une petite dose d'un tranquillisant, c'est de l'Atarax. Par ailleurs, les tests ADN vont révéler que Julien et Audrey sont bien les parents de ces 2 bébés. Une information qui bouleverse l'homme de 46 ans. Il s'est un petit peu culpabilisé en disant mais comment c'est possible que je ne m'en sois pas aperçu, comment j'ai pu passer à côté de ça, comment elle a pu me gruger. Et il s'est largement culpabilisé à ce niveau-là puisqu'il va perdre 10 kilos. Donc psychologiquement parlant, ça ne va plus du tout. Pour lui, c'est vraiment le monde qui s'écroule. Hein. Il faut s'imaginer cet homme quand même, le traumatisme d'avoir déjà découvert les corps. Et le deuxième traumatisme de découvrir que finalement c'est lui le père des enfants. En s'intéressant au casier judiciaire d'Audrey, les enquêteurs repensent immédiatement aux propos de la jeune femme lors de son interpellation. Alors qu'elle avait 21 ans, elle avait accouché d'un 2e enfant qui était mort, pour lequel elle avait été condamnée pour assassinat avec sa mère. Alors, que vont découvrir les gendarmes sur cette première affaire? Quel avait été le rôle précis d'Audrey? Et pourquoi aurait-elle commis ces actes effroyables? Au printemps 2002, Audrey vit chez ses parents. À cette époque, elle travaille comme serveuse à la base militaire d'Ambérieu et élève son fils Adrien, que son père n'a pas reconnu. Elle a eu donc ce petit garçon en 2000, elle s'en occupait, mais la mère prenait, non pas l'ascendant, mais la mère s'en occupait. Mais personne, à son travail, ni dans sa famille, ne remarque qu'elle est à nouveau enceinte. Et le 28 mars, Audrey va donner naissance à son 2e enfant. Elle a accouché donc dans les toilettes au petit matin. Elle a croisé son père, elle a croisé son frère, personne n'a rien vu. Les 2 sont partis à leur travail. Et puis sa mère a compris qu'il se passait quelque chose, a ouvert la porte des toilettes et a vu Audrey avec un bébé dans les bras, du sang. On imagine effectivement la réaction de surprise de la mère, qui découvre en même temps que sa fille était enceinte et qui vient d'accoucher. Et à ce moment-là, Audrey demande à sa mère d'aller chercher des ciseaux pour couper le cordon ombilical. Et elle lui demande également d'aller chercher un sac poubelle. Elle aurait dit à sa mère « Fais-en ce que tu ne veux, je ne le veux pas. Je ne veux pas le voir. » La mère d'Audrey s'exécute et étrangle le nourrisson. Mais tandis que le corps est placé dans un sac poubelle, puis dissimulé dans le garage, la jeune femme de 21 ans fait une hémorragie et doit être hospitalisée en urgence. Elle s'était mise d'accord avec sa mère, elles avaient convenu qu'elle dirait qu'elle a fait une fausse couche. Les médecins qui l'ont examinée, ils ont vu qu'il y avait un placenta avec une certaine grosseur, il y avait des signes effectivement d'accouchement. Donc eux, ils ont immédiatement signalé les faits à la gendarmerie. Interpellés, Audrey et sa mère reconnaissent finalement avoir tué le nouveau-né. Elle passe devant les assises de l'Ain au cours de l'année 2005. Ce qui était marquant dans ce procès, c'était la froideur de la maman d'Audrey, mais également le silence. Une fois que ce bébé a été tué, a été placé dans un sac poubelle, elles n'en ont plus jamais parlé entre elles. Et pas plus qu'elles ne parlaient dans la vie de tous les jours, parce que c'était un peu, cette maison, c'était la maison du silence. C'est-à-dire que
On ne se parlait pas, on ne se disait rien, il n'y avait aucune communication. La personnalité de la mère d'Audrey va également choquer les magistrats et les jurés. Elle est présentée comme une femme extrêmement froide et peu affective, comme quelqu'un qui donne jamais d'amour. En tout cas, il y a eu des carences affectives, si ce n'est des traumatismes majeurs dans l'enfance et l'adolescence de cette jeune fille. On élève des enfants comme on élèverait des animaux, quoi. Il y a l'affection, l'amour, les sentiments partagés, ça n'existe pas. Tout ça se déroule dans une froideur affective impressionnante. La mère la frappait également. Elle ne voulait jamais partager des moments de la vie familiale. Elle restait chez elle, dit Audrey, enfermée, à regarder, épier les voisins, critiquer, la critiquer elle. Elle sentait bien que sa mère ne pouvait pas la supporter. Au terme du procès, cette femme tyrannique est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Audrey, elle, écope de 15 ans. Les jurés ont considéré qu'elle était sous l'emprise de sa mère. En 2010, après 8 ans de prison, la jeune femme est finalement libérée. À sa sortie, elle trouve du réconfort auprès de son père. Il n'a pas coupé les ponts avec sa fille, il l'a aidée financièrement, mais manifestement, et il a eu une relation d'étayage, une relation d'aide avec sa fille pendant cette période-là. Convoqué à la brigade de recherche de Belley, le 25 mars 2013, le père d'Audrey accuse le coup. Mais il n'est pas surpris que sa fille ait récidivé. Il savait qu'elle n'avait pas changé en prison. Elle était toujours aussi immature. Et il a bien vu qu'elle ne payait pas ses factures. Il avait également remarqué qu'Audrey ne prenait aucun contraceptif et qu'elle ne respectait pas son suivi psychologique à l'issue de sa détention. Et d'ailleurs, il a donné l'alerte, c'est-à-dire qu'il a essayé de contacter les services de probation qui suivaient Audrey, le juge également, il a fait des courriers. Et la justice l'a envoyé paître en lui disant « Monsieur, votre fille est majeure, elle est assez grande et la justice connaît son travail. Entre guillemets, mêlez-vous de ce qui vous regarde. » Alors, ce nouveau drame aurait-il pu être évité? Pourquoi les alertes du père d'Audrey n'ont-elles pas été entendues? Et quelle sera la version de la jeune femme? À la brigade de recherche de Belley, Audrey est auditionnée par les gendarmes. En pleurs, elle passe immédiatement aux aveux et raconte avoir donné naissance à 2 bébés depuis sa libération conditionnelle. Dans les 2 cas, elle était seule chez elle. Elle a eu des douleurs. Elle a accouché toute seule. Le premier est né en octobre 2011, 1 an à peine après sa sortie de prison. Ce qui est assez extraordinaire finalement, c'est qu'elle a commencé à s'en occuper avant de le tuer. C'est-à-dire qu'elle lui aurait même donné un prénom, Colin. Elle plaçait le bébé entre des coussins sur son lit pendant qu'elle était au travail. Elle lui achetait du lait, elle lui achetait des couches. Elle s'en est finalement occupée quelques jours avant de se résoudre finalement à le tuer. Elle l'a mis dans le bac à douche qui était assez haut, elle l'a rempli, elle est partie faire un tour. Et elle est revenue, il était mort. Elle l'avait emmailloté dans une serviette. Elle a enlevé la serviette mouillée, elle l'a mis dans une serviette propre et elle l'a glissé dans le congélateur. 1 an plus tard, au mois de novembre 2012, Audrey accouche d'un autre garçon. C'est le même scénario, elle l'a noyé de la même façon, mais le jour même. C'est encore plus terrible parce que l'accouchement a eu lieu vers les 5 h du matin et elle a pris son service aux alentours de 7 h ou 8 h d'une manière complètement, entre guillemets, normale. Et elle dit même, dans un des interrogatoires, que de temps en temps, elle ouvrait la porte du bac congélateur pour s'excuser auprès d'eux. C'est assez particulier. En plus de cette attitude, le mode opératoire de la jeune femme interpelle les gendarmes de la brigade de recherche.
elle se préserve parce qu'elle ne veut pas les voir agoniser. Et elle va donc les noyer en mettant la télévision pour ne pas entendre des bruits de l'agonie. Et après, lorsqu'elle va récupérer le cadavre dans le bac à douche, elle l'embaillote comme on le ferait avec un enfant. Et on voit bien qu'elle joue plus à la poupée que d'avoir une relation de mère. Les enquêteurs de Belley vont ensuite essayer de comprendre comment les grossesses d'Audrey ont pu passer inaperçues. Son patron dira qu'il l'avait vue en petite robe d'été, une tenue légère et même assez moulante. Hein, elle n'a pas, entre guillemets, cherché à dissimuler sa grossesse sous des vêtements amples, comme on pourrait l'imaginer. Elle dormait toujours habillée, disait son compagnon. Donc, sans qu'il y ait dissimulation, on sent qu'il y a une organisation du secret de la grossesse. On est dans le déni partiel, la dénégation, donc quelque chose qui est plus de l'ordre du secret que de l'ordre du déni. Si la jeune femme a conscience d'être enceinte, son corps, lui, ne présente aucune manifestation physique. Cette grossesse qui ne peut exister au plan psychique, elle ne se traduit pas non plus dans le corps. Et l'enfant, souvent, reste le long de la colonne vertébrale et on ne le voit pas. Face aux enquêteurs, Audrey assure également ne pas avoir trouvé le courage de se confier à son compagnon. Elle avait très peur de lui en parler parce qu'il pouvait avoir des réactions violentes. Il lui avait tout à fait dit explicitement qu'il ne voulait pas d'autres enfants et donc le risque majeur pour elle était celui de l'abandon. C'est une femme très immature et surtout qui a un gros problème de communication, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais pu parler de ses problèmes autour d'elle, aux autres, même à des professionnels. Interrogée sur son injonction de soins, à l'issue de sa sortie de prison, Audrey affirme aux gendarmes qu'elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. Pourtant, les enquêteurs vont découvrir qu'elle avait prétendu à sa conseillère de probation être suivie par un psychologue libéral. Et en réalité, elle s'est jamais rendue chez ce psychologue, mais ça a duré quand même pratiquement 3 ans. Elle a échappé à ce suivi. Et ça, c'est quelque chose qui est dramatique, parce que ça aurait peut-être évité ces 2 faits qui sont survenus après sa sortie de prison. Le 25 mars 2013, Audrey est placée en détention provisoire pour infanticide en récidive. En prison, un expert psychiatre l'examine et décèle chez elle une peur de la confrontation et un rapport pathologique à la grossesse. C'est quelque chose qui, pour elle, était parfois très agréable, de se sentir enceinte, de se sentir habitée, de ne pas se sentir seule. Et du reste, après les accouchements, et elle va, après la mort, les conserver près d'elle pour ne pas se sentir abandonnée. Si cet expert estime qu'Audrey aurait une personnalité borderline, la psychologue Hélène Dubost est quant à elle plus nuancée dans son rapport. Elle n'est pas délirante, pas hallucinée, pas disharmonique. Elle n'est pas perverse non plus. Elle ne peut pas dire qu'elle ne prenne pas l'autre en compte. Si elle prend l'autre en compte, j'aurais pu la faire rentrer dans la case des borderline, des psychopathes. Je ne poserai pas cette étiquette sur elle, mais il y a quand même des décalages, sa difficulté, encore une fois, à s'emparer de ses émotions, à les verbaliser. Alors, comment se déroulera son procès d'assises? La jeune serveuse fera-t-elle d'autres révélations? Et quel sera le verdict pour ces meurtres en récidive? Le 27 février 2015, 2 ans après l'arrestation d'Audrey, son procès s'ouvre devant la cour d'assises de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Journalistes ou simples badauds arrivent en nombre sur les bancs du tribunal afin d'assister à l'épilogue de cette affaire hors du commun. C'est pas un crime comme les autres, un néonaticide, tuer son enfant,
c'est pas un meurtre crapuleux, c'est pas comme tuer quelqu'un au coin de la rue. Et c'est certainement très difficile, ce sont des affaires qui sont très difficiles à juger. Avec Audrey, on était tous les deux dans une angoisse, pas la même sans doute, mais certain que ce procès, c'est quelque chose qu'on a appréhendé, c'était quelque chose de très difficile. On avait l'impression que c'était la première fois en France qu'on allait juger en récidive des néonaticides. Donc j'arrive dans une ambiance extrêmement difficile, où on m'annonce le pire. Alors que tous les regards sont concentrés sur elle, Audrey, désormais âgée de 35 ans, essaye tant bien que mal d'assumer sa responsabilité dans ce drame. On peut toujours à Audrey lui reprocher une certaine froideur, qui à mon avis est que d'apparence, vraiment que d'apparence, mais elle est dans cette position assez digne, calme, et prête à s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, ce qu'elle va faire d'ailleurs tout au long du procès, me semble-t-il, avec beaucoup d'attention, beaucoup de volonté de répondre aux questions qu'on lui pose. Appelé à témoigner à la barre, le père de l'accusé va lire une lettre poignante à l'attention d'Audrey. Il est en colère contre sa fille, puisqu'il dit que c'est une fille qui mentait beaucoup. Il se sentait parfois un peu manipulé quand même. Et puis, il se sentait très en colère contre la justice, parce qu'il a senti arriver la catastrophe. Il le sentait arriver. Il a essayé de préserver sa fille et d'alerter la justice, finalement. Et on lui a dit « Vous infantilisez votre fille ». Le 4 mars, au bout de 5 jours de procès, la cour d'assises de l'Ain condamne Audrey à 23 ans de réclusion criminelle, assortie d'une injonction de soins. Moi, il y avait un sentiment d'échec absolu, et bien évidemment l'idée qu'il fallait absolument faire appel, qui n'était pas simple à imposer, parce que beaucoup de personnes autour d'Audrey lui disaient surtout pas, ne l'écoute pas, il est fou, faut pas aller en appel. Et vraiment, je me suis battu. Enfin, pour moi, l'appel, c'était certain, il n'y avait aucun doute là-dessus. 1 an et demi plus tard, le 20 juin 2016, le procès en appel s'ouvre aux assises de Lyon. Depuis son incarcération, Audrey a subi, à sa demande, une ligature des trompes. Que ce soit au niveau des études qu'elle avait entreprises, au niveau du travail qu'elle effectuait, au niveau des soins qu'elle avait mis en place, effectivement, c'était une personne complètement différente. Et vous aviez un changement de la psychologie de cette personne qui était assez spectaculaire. Lors de cette audience, cette mère infanticide va clamer une nouvelle fois son immense culpabilité d'avoir ôté la vie à ses 2 nourrissons. Audrey a notamment dit qu'elle était un monstre. Elle s'est qualifiée elle-même de monstre. Elle avait été tout de suite reprise par le président qui lui avait dit « Non, madame, vous avez commis des actes monstrueux, il y a une différence. » Sensible au changement opéré par Audrey pendant son incarcération, la cour d'appel réduit sa peine à 13 ans de prison. Aujourd'hui, Audrey est toujours en détention à la maison d'arrêt de Rennes. Grâce à l'accompagnement mis en place, la jeune femme continue de travailler sur elle-même. Elle exécute sa peine. On va travailler dans les mois qui viennent sur sa possibilité d'obtenir des permissions de sortie, sa possibilité d'envisager une libération conditionnelle lorsqu'elle remplira les conditions. Et puis je crois que c'est une femme qui a tout à construire et je crois qu'elle en a les ressorts, en tout cas je l'espère. Après un internement en psychiatrie et des séjours en foyer, son fils Adrien a repris contact avec elle et tente d'aller de l'avant. Mais pour Julien, son ex-compagnon, la plaie reste béante. Il y a eu tout le choc de la découverte des choses, mais vous avez aussi toute la pression effectivement médiatique qui a été exercée, qui fait qu'il a complètement lâché prise, qu'il s'est trouvé en dépression, et pour lui c'était une horreur. La responsable, c'était Audrey.